Avant de commencer cette critique, je vous invite à voir une vieille critique que vous pouvez retrouver sur mon compte personnel, où je parle des 2 films de Mamoru Oshii sur la licence Ghost in the Shell. Non, vraiment, regardez cette vidéo avant. Parce que je vais dire un truc qui va sûrement faire péter les plombs à certaines personnes dans les commentaires. Donc, je tiens à ce que vous regardiez cette vidéo avant de partir sur des conclusions beaucoup trop hâtives. Voilà, c'est bon ? Ok. Je préfère le film live. Je vous avais dit de regarder la vidéo bonus avant. Objectivement, oui, les films de Mamoru Oshii sont supérieurs sur tous les points. Mais personnellement, voilà, c'est juste mes goûts qui parlent sur ce point-là, je préfère le film live. Et au-delà de ça, je trouve que les gens sont un petit peu trop injustes avec ce remake. Non, parce que j'en ai vu beaucoup dire que ce remake n'avait pas de fond, que c'était juste de la forme, et je ne suis pas d'accord. Il y a du fond, mais c'est pas le fond des films de Mamoru Oshii. Et je m'excuse, mais quand on fait un remake, une adaptation ou un truc comme ça, il faut apporter un nouveau fond. Il faut exploiter d'autres possibilités thématiques d'un univers. Et c'est ce qu'a très bien fait ce remake. Donc franchement, ça me fait un peu chier de voir des critiques très bien considérées et professionnelles dire que le film n'a pas de fond. Je veux dire, vous avez essayé de chercher un fond ou vous êtes juste dit « Oh, c'est un blockbuster super calibré, alors forcément il n'a pas de fond ». Un raisonnement de snob, parce que oui, ce film c'est une commande, ça a été fait par un yes man et par des scénaristes qui se contentent de faire leur chèque, oui, mais en quoi ça les empêche de faire un film qui a un fond ? Vous savez, quelquefois, quand on a les bonnes idées, les bonnes intentions et tout, on peut faire un grand film, même si c'est une commande. Mais enfin, si vous voulez, on va parler des défauts de ce remake, parce que, ouais, voilà, il en a. Premièrement, bon alors ça, c'est discutable si c'est un défaut ou pas, les scènes d'action. Les scènes d'action sont très brèves et représentent même pas 5% du film. Ça peut être un problème si vous attendiez à un gros blockbuster avec beaucoup d'action à la Michael Bay, alors que non, le film, il se concentre avant tout sur les discussions, sur le développement de personnages et l'intrigue. Et très franchement, ça me va. Et après, voilà, selon vos attentes, vous risquez d'être déçus au niveau de l'action. Personnellement, je trouve ça assez logique parce que, ouais, voilà, c'est des machines qui sont là avant tout pour exécuter des ordres et au lieu de combattre. Ben, c'est pas dans ce genre d'univers que tu vas avoir une scène comme dans Captain America, le soldat de l'hiver, où t'as le héros et le méchant qui dit, hey, on fait un combat à main nue. Ok, non, là, c'est le mec, il a même pas le temps de poser la question. Hey, on fait un combat. Non! C'est vrai que au niveau scène d'action, ça pêche. Même au niveau de la mise en scène, c'est assez plan-plan, c'est assez même au niveau du montage, c'est pas terrible, voilà. Cela dit, c'est pas un problème parce que le reste du film en termes de mise en scène et d'imagerie, c'est top. Même quand il recopie pas le film d'origine. Aussi, en parlant de calcage, justement, il y a peut-être une certaine scène où c'était le calcage de trop, comme par exemple la scène où le Major se barre dans l'eau contre le mec qui s'est fait hacker le cerveau. Celle-là, c'était peut-être pas nécessaire de la recopier, parce que autant les autres scènes qu'ils ont recopiées, ils arrivent à apporter un petit truc nouveau qui donne de l'intérêt à ce calque, parce que du coup, ça donne un nouveau sens. Mais cette scène-là, c'est la seule où je me dis, pas trop. Et enfin, pourquoi la tête du Major arrive à devenir invisible ? Je veux dire, sa combinaison, ça s'arrête au niveau du cou. Pourquoi sa tête devient invisible du coup ? Je veux dire, c'est assez bizarre. Peut-être qu'il y a un système d'hologramme ou quelque chose, mais voilà, parce que dans le film d'animation, justement, elle avait une capuche pour justifier le fait que même sa tête devient invisible, parce que là, voilà, il manque un truc, quoi. Et aussi, au niveau des idées de cet univers cyberpunk, ils ont quelques bonnes idées, mais après, ils se contentent de développer les personnages et l'histoire. Voilà, ça risque d'être une grosse déception, le fait qu'ils n'aient pas beaucoup d'idées visuelles par rapport à l'univers cyberpunk. Le seul truc, les seuls petits trucs qui sont vraiment bien exploités, c'est à savoir le mélange un petit peu humain en sueur et machine rouillée, voilà. Et ou encore le fait que quand ils entrent dans un univers quand ils rentrent dans un ghost, voilà, et ben ils ont juste à enlever les yeux carrément, voilà, c'est comme une petite plaque qui fait les yeux, tac tac, et voilà, on branche un truc par dessus, voilà, c'est une bonne idée visuelle, mais cela dit, voilà, ça s'arrête là au niveau des trouvailles visuelles du truc. Le reste du temps, le visuel, c'est surtout dans les angles, dans les décors, dans l'ambiance, dans les choix de lumière, etc. C'est pas tant dans les idées cyberpunk. Mais cela dit,
calmez-vous 5 minutes, le film est très bien, et il mérite pas du tout le plantage qu'il est en train de se taper là. Déjà, le fait qu'on ait un blockbuster qui est une ambiance, qui prend son temps pour développer des personnages et une atmosphère, voilà, c'est un truc suffisamment rare pour le faire remarquer, surtout avec les films Marvel qui ont trop tendance à accélérer le truc juste pour faire avancer l'histoire, etc. Non, là, on prend le temps pour instaurer une certaine ambiance, pour laisser les personnages respirer, notamment le personnage du Major, voilà, qui, d'ailleurs, je tiens à faire taire cette critique. Scarlett Johansson, mauvaise actrice. Premièrement, non, hein, si vous le pensez, vous avez qu'à voir le sketch qu'elle a fait pour je ne sais plus quelle émission comique américaine sur Black Widow. Voilà, regardez ce sketch, vous verrez que c'est une excellente actrice. Voilà, seulement faut voir ses autres films autres que les films Avengers, hein. Et encore, même dans les films Avengers, elle est très bien, fermez vos gueules. Et deuxièmement, même si elle était mauvaise actrice, elle aurait été bien dans le rôle. Le personnage du Major, t'as pas besoin d'être une bonne actrice. Parce que justement, c'est dans le film d'animation, c'est un personnage qui n'a aucune émotion, qui est statique, qui est artificiel, voilà, c'est juste une voix qui parle dans un corps. C'est vraiment ça, t'en c'est limité humainement. Donc du coup, tu peux prendre une mauvaise actrice qui sait pas jouer, genre Kirsten Stewart ou Megan Fox. Voilà, Megan Fox, quoi de mieux qu'une actrice artificielle pour jouer un personnage artificiel? Seulement, Scarlett Johansson, ils l'ont choisi déjà parce que son nom rapporte un petit peu de pognon, bien sûr, soyons pas naïfs, mais aussi parce que elle, quand elle fait des personnages froids, elle arrive à leur donner une certaine carrure et les rendre crédibles au niveau de l'action, donc voilà. Je vais même dire, Scarlett Johansson, à certains moments, elle est un petit peu trop bonne pour le rôle, parce que justement, elle arrive à exprimer des émotions humaines qui sont spontanées, voilà. Il y a des moments où elle paraît un peu plus humaine que robotique, donc voilà, le problème inverse, c'est à la limite, ça je veux bien l'entendre, c'est qu'elle serait trop bonne pour le rôle. Et ils osent des trucs que, franchement, je félicite, comme par exemple, vous en connaissez beaucoup, des blockbusters américains pétés de thunes, où le personnage principal va s'acheter une prostituée et consommer... Ça sonne mal comme ça, mais vous m'avez compris quoi. Non, généralement, quand le personnage principal dans ce genre de film, quand il veut s'envoyer en l'air, bah il séduit, parce que justement, séduire, c'est la façon dont font les winners, voilà. Tandis que prendre une prostituée, voilà, n'importe qui peut le faire avec un petit peu d'argent, c'est un truc de loser, vous devriez avoir honte de voir des prostituées, la nanère. Non, là, ils osent montrer les faiblesses du personnage en montrant que, ouais, elle va voir une prostituée, mais pas forcément pour combler ses nuits, etc. Non, principalement parce que elle cherche absolument à retrouver la sensation du toucher humain, parce que c'est un autre truc que j'ai beaucoup aimé dans ce film par rapport au film de Mamoru Oshii, c'est que là, l'exploitation du ghost dans un corps artificiel, ce n'est pas mené de façon philosophique comme dans le film de Mamoru Oshii, c'est mené de façon humaine, de façon émotionnelle. Et ça, c'est un truc qui me parle plus. Et c'est d'ailleurs pour ça que je préfère au film de Mamoru Oshii. Parce que justement, les personnages ont des émotions humaines. C'est con parce que le film de Mamoru Oshii, justement, c'est un petit peu le principe que les personnages n'aient pas d'émotion, mais ça me bloque. Et j'en viens à la question du est-ce que ce film a un fond? Oui, c'est juste pas aussi sophistiqué ou profond que le film de Mamoru Oshii. Ça ne veut pas dire que le film n'a pas de fond. Son fond est juste un peu plus politique et humain. C'est tout. Politique parce que déjà il y a un petit peu cette thématique sur le fait d'offrir son identité sur le virtuel, un petit peu comme maintenant avec les réseaux sociaux, etc. Où le gouvernement peut voir tout ce que tu penses, tout ce que tu sais, tout ce que tu aimes, etc. Et que tu dis au moins j'ai donné mon autorisation. Alors qu'en réalité, non, ils n'ont pas besoin d'autorisation. Ou encore le schéma assez typique, je l'avoue, de la grosse entreprise forcément diabolique qui manipule le gouvernement, etc. Voilà, ce qui malheureusement est toujours d'actualité, donc c'est un petit peu normal de voir les films continuer à traiter de ce sujet, quoi. Mais surtout, le fond où ça m'a fait plaisir, c'est par rapport au white-watching. Parce que là, avec ce film, vous avez officiellement interdiction de vous plaindre du white-watching. Parce que le film est dans votre camp, les mecs. Seulement le film est beaucoup plus intelligent qu'il en a l'air, vu qu'il a réussi à vous faire croire qu'il n'était pas dans votre camp. Si vous avez, comme je vous l'ai conseillé, vu ma critique des 2 premiers films de Mamoru Oshii, vous avez probablement vu mon préavis sur ce remake, et justement où je parle de la possibilité que, en fait, Scarlett Johansson, dans le rôle du Major Motoko Kusanagi, ça peut passer sans problème, tout simplement parce que c'est un univers, voilà, qui est totalement artificiel. Un mec peut se transférer dans le corps d'une femme, ou une femme peut se transférer dans le corps d'une petite fille, etc. Voilà. Donc, pourquoi pas avoir une japonaise dans le corps d'une américaine? C'est ce qu'ils font dans le film.
Je vais même dire, ils le font très intelligemment. De ce côté-là, le film est assez Robocop. D'ailleurs, pour ceux qui craignaient que le film allait être trop Jason Bourne, ultraviolet, Ion Flux, etc. Non, rassurez-vous, le film est beaucoup plus proche de Robocop que de tout ça. Hein. À savoir ce cyborg mi-humain, mi-robot qui finit par se redécouvrir une humanité et qui se retourne contre cette grosse entreprise qu'il a fait comme il est. Voilà, c'est pratiquement ça l'histoire. Et justement, le What Watching est utilisé pour renforcer la perte identitaire du Major, parce que justement elle ne reconnaît pas son corps, parce que voilà, elle était japonaise avant, maintenant elle est blanche. What? Donc du coup ça accompagne les thématiques de pas reconnaître son corps qui ont défini la saga de Ghost in the Shell. Donc là-dessus c'est bien mené, mais surtout c'est mené comme un gros doigt d'honneur envers le What Watching, parce que déjà le fait qu'on ait changé son ethnie, c'est montré comme un drame. Voilà, c'est montré qu'elle vraiment comme on lui a volé sa vie, etc. On lui a volé son identité pour la formater, pour faire en sorte qu'elle soit exactement comme une entreprise veut qu'elle soit. Entreprise, DreamWorks, voilà, vous commencez à suivre. Et quand elle découvre ça, bien entendu, elle décide de mêler sa vengeance en profitant de l'artificialité qu'on lui a imposée, hein, le fait qu'elle est maintenant un blockbuster américain, pour mener une contre-attaque qui est guidée par Takeshi Kitano, voilà, là-dessus, le choix de cet acteur prend tout son sens, qui va venger une icône de la culture japonaise en éliminant la grosse entreprise américaine. Vous voyez, le film est dans votre camp, le film est le premier à dire que le What Watching c'est pas bien et qu'il faut combattre ça, et justement le film, il combat ça, mais en prenant l'apparence d'un blockbuster américain qui a eu droit au What Watching. Preuve de plus qu'il ne faut pas se fier aux apparences par rapport à ce film. Encore mieux, le film n'essaye pas du tout de remplacer le film de Mamoru Oshii et invite les gens à aller voir le film de Mamoru Oshii. Déjà avec le personnage de Scarlett Johansson qui justement part à la recherche de Motoko, qui elle était avant, donc invitant les spectateurs à faire de même, à chercher Motoko. Mais aussi la façon dont le film se finit avec une image culte du film, à savoir Motoko qui disparaît dans son invisibilité en tombant d'un immeuble pour ensuite enchaîner sur la musique. Voilà, ça dit, allez voir le film de Mamoru Oshii, c'est là que repose vraiment la vraie qualité de cette licence. Justement, ce film va permettre de faire de la pub pour le film de Mamoru Oshii, donc voilà. Et aussi, ça vient à un autre truc que j'ai beaucoup aimé, le fait que ils ont en effet calqué certaines scènes du film d'animation de Mamoru Oshii, mais pour leur donner un certain sens. La scène où elle est sous l'eau et elle remonte tout doucement en voyant son reflet sur l'eau, là c'est vraiment pour amener au moment où elle finit par enfin aller de l'autre côté du miroir, par atteindre justement la personne qu'elle est réellement au-delà de son artificialité qu'elle a fait qu'effleurer. Ouais, il y a une très bonne utilisation des reflets au niveau de la thématique, voilà, notamment pour la mort d'un certain personnage. Et surtout, l'attaque du tank, voilà, ou la scène où elle tire sur l'espèce de toit, où elle finit par se déchirer tous les muscles et par perdre tous ses membres. D'ailleurs, non, on la voit pas toute nue parce que PG-13, ce qui n'est pas un mal, parce que honnêtement, la nudité dans le film de Mamoru Oshii, c'était un des trucs où j'étais tendance à me dire, il y a peut-être un petit peu trop de fanservice. Autant pour la séquence d'ouverture ça va, mais là, en pleine scène d'action, là où dans le film de Mamoru Oshii, c'était pour montrer que le personnage s'abandonne tellement dans son artificialité qu'elle s'en fout maintenant de son corps, là c'est pour montrer plutôt le contraire, voilà, à savoir que le personnage du Major finit par dépasser le stade de simple machine et par faire gagner l'humaine qui est en elle. Et c'est là-dessus que le film est très bien foutu, où c'est une excellente adaptation. En termes d'adaptation de manga, c'est quand même bien plus proche de Edge of Tomorrow que de Dragon Ball Evolution. Après, oui, c'est pas aussi profond que le film de Mamoru Oshii. Là-dessus, vous avez qu'à le voir un petit peu comme l'adaptation de V pour Vendetta par les Wachowski. Oui, je sais, c'était un autre réal, mais soyons honnêtes, les Wachowski étaient là pour tenir la main à ce petit réalisateur qui, après ça, n'a pas fait grand-chose de bien, donc vaut mieux dire que c'est les Wachowski, quoi. Voilà, faut le voir comme V pour Vendetta, le film. À savoir, une adaptation qui reprend les thématiques, mais en moins sophistiqué que son original, à savoir la bande dessinée d'Alan Moore, mais qui a quand même du sens, qui apporte quand même quelque chose à l'édifice, et qui apporte une bonne vision qu'on peut ne pas partager, mais qui est totalement légitime. Et c'est pour ça que je ne comprends pas les critiques qui disent que le film n'a pas de fond, que le film est mauvais et que se contente de reprendre juste la forme de Ghost in the Shell, alors que voilà, la forme il le reprend pour 3-4 scènes, le reste du temps c'est une imagerie qu'il crée lui-même, voilà, comme je l'ai dit au niveau des décors et de l'atmosphère et des choix de lumière, voilà. Donc je sais pas si c'est parce que les mecs confondent adaptation et copie carbone, à savoir le fait qu'ils voulaient une copie carbone, ce qui, du coup, pose la question tout l'intérêt des remakes et des adaptations, parce que sinon ça vaut pas mieux que La Belle et la Bête. Ou que les mecs commencent à devenir snob et refusent de voir en quoi un blockbuster calibré pété de thunes comme celui-là peut quand même avoir un bon fond. Après, peut-être que vous avez tout simplement pas aimé le film, je comprends tout à fait, voilà, je comprends même que vous préfériez le film de Mamoru Oshii, parce que, encore une fois, le film de Mamoru Oshii, objectivement, il est supérieur. Mais voilà,
c'est quand même dommage de casser un film qui est bourré de bonnes intentions, tout ça parce qu'il y a mieux juste à côté. À ce compte-là, voilà, Citizen Kane existe, donc l'Empire contre-attaque c'est nul à chier.